Rappelez-vous, il y a 8 ans, Peugeot présentait le 3008 à Paris. Aujourd'hui, donc 8 ans après, il s'est écoulé à plus d'1 300 000 exemplaires à travers 130 pays. Bonjour et bienvenue sur Testcars. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo avec à l'essai la toute nouvelle Peugeot i3008, puisque oui, elle s'est électrifiée. Fabriquée à Sochaux, son moteur électrique est conçu et fabriqué à Trémery, près de Metz. Au niveau des dimensions, on est sur 4,54 m de long, 1,89 m de large et 1,64 m de haut. Concernant l'empattement, lui, il est de 2,73 m et le rayon de braquage est de seulement 10,06 m. La plateforme de l'i3008 est toute nouvelle, elle s'appelle STLA Medium. Ça lui permet, en fonction de la batterie, de parcourir jusqu'à 700 km en cycle WLTP. Et vous le voyez, c'est un SUV fastback avec un CX, donc un coefficient de pénétration dans l'air de seulement 0,28. Et on s'attaque maintenant au design. Sur la face avant, on retrouve bien entendu cette signature lumineuse typique Peugeot avec donc 3 griffes à LED sans délimitation distincte entre les feux et la calandre. Les optiques sont toutes à LED, quelles que soient les finitions. De toute façon, il n'y en a que 2, Allure et GT. Seulement 3 packs d'options, 3 motorisations, 3 batteries, 3 autonomies différentes en électrique et 2 motorisations hybrides en fonction des pays. Sur la finition GT, il y a en fait une technologie qui s'appelle Pixel LED qui va tout simplement vous permettre de voir loin, donc en plein phare, sans pour autant éblouir les gens que vous pourriez rencontrer en face de vous. Il y a 6 couleurs et notamment le bleu Obsession qui va passer du bleu au vert en fonction de la luminosité. Il y a également la présence du toit noir, donc d'une version Biton systématiquement en finition GT. Et vous le voyez, outre les capteurs et aussi un système Visiopark à 360 degrés avec 4 caméras en option, vous avez ici les bas de caisse, les arches de roue et tout le bas de caisse latéral qui sera surjeté en noir brillant. Et je vous propose maintenant qu'on passe au flanc puis à l'arrière du véhicule. La prise de charge se situe donc ici, à l'arrière gauche. Au niveau des pneumatiques, vous aurez le choix entre du 19 ou du 20 pouces, comme c'est ici le cas. Le vitrage est surteinté. Les joints d'étanchéité des vitres sont cachés dans les portières. Il n'y a d'ailleurs plus de chrome. Et enfin, il y a également une nouvelle couleur bleu Ingaro. À l'arrière, il y a ici un béquet flottant, une lunette arrière très inclinée. Le haillon remonte légèrement pour améliorer l'aérodynamisme, bien entendu. Signature à 3 griffes en 3D sur la finition GT. L'inscription en toutes lettres sur un bandeau noir de part et d'autre des feux avec, bien entendu, la marque. Le modèle juste en dessous en grand. Et puis, ici, vous avez une caméra, mais le petit truc en plus, c'est qu'il y a également un système pour la nettoyer juste à côté. Et ça, je vous assure, c'est extrêmement pratique dans bien des situations. Le haillon est bien entendu motorisé et le volume du coffre est ici de 520 litres. Et je vous propose maintenant qu'on passe à l'intérieur. Lorsque l'on pénètre au sein du nouveau 3008, eh bien la première chose qu'on remarque, c'est que la finition progresse encore avec des commandes un petit peu incurvé, je dirais, au sein de la portière, les 4 vitres électriques, le réglage des rétroviseurs, le verrouillage du véhicule. Ici, évidemment, il y a du rangement pour un total de 34 litres. Ici, si on ouvre 2 fois, vous aurez accès à l'ouverture donc du capot avec simplement le moteur en dessous avec un cache en plastique. Le seuil de porte, les sièges ici qui sont manuels, ils sont en TEP et tissu sur Allure ou en Alcantara et TEP sur GT avec le label AGR. C'est une institution allemande, alors retenez simplement qu'ils sont extrêmement confortables et maintiennent très bien. Alors sur cette finition GT, ils sont ventilés et massants et même chauffants aux places arrière. Et à l'avant, il est possible d'avoir des soutiens latéraux adaptatifs
qui se gonfle ou se dégonfle électriquement pour s'adapter à la morphologie des passagers. Ensuite, vous le voyez, l'iCockpit avec cet écran panoramique flottant de 21 pouces, légèrement incurvé vers le conducteur, avec du côté gauche les infos liées à la conduite, et puis du côté droit, tout ce qui est lié au chauffage, à la climatisation, la navigation, les médias ou encore la connectivité. Et à propos de connectivité, il y a depuis peu ChatGPT qui est disponible sur l'i3008 et on dit simplement OK Peugeot et on pose des questions. Le volant est également tout nouveau, il est plus compact, il a été retravaillé avec un coussin central redessiné plus petit, quelque peu isolé des branches du volant. Les commandes détectent automatiquement lorsque l'on met les doigts dessus, mais ça ne se déclenche que si on appuie dessus. Le volant est en outre chauffant et c'est de série surjeté. Vous le voyez aussi, il y a de nouveaux commodos ici, donc juste derrière le volant, avec des palettes pour un système de freinage régénératif sur 3 niveaux. Les deux derniers activent automatiquement les feux stop. Je trouve ça extrêmement pratique. Et on va quand même s'installer maintenant au volant, justement, avec un bouton de démarrage juste ici. Et vous le voyez, la commande de boîte, elle est désormais sur la planche de bord, donc elle a été déplacée par rapport à la génération précédente. Il y a ici donc le parking, la marche arrière qui va automatiquement afficher la caméra avec deux angles différents. Je rappelle qu'en option, vous pouvez avoir une vision à 360 degrés, le neutre et puis bien entendu marche avant avec ici à gauche le kilométrage restant, l'autonomie restante, les phases de conduite et le kilométrage total du véhicule. Ensuite, on arrive sur les iToggle, donc les touches tactiles personnalisables pour un accès rapide à 10 fonctions préférées, par exemple. Juste en dessous, ici, je ne pense pas qu'on le verra très bien, vous avez un chargeur par induction de 15 watts. Quelques commandes liées au désembuage ou au recyclage de l'air, par exemple. Le sélecteur pour les modes de conduite. Alors là, je vais revenir sur l'écran ici. Donc, vous avez, si je démarrais le véhicule, ce serait peut-être plus simple. Non, il était démarré. Voilà. Donc, les modes sport, normal ou éco. Il y a également sur la version 4 roues motrices un mode dédié 4 roues motrices qui lui va fonctionner jusqu'à 135 km/h. Ensuite, vous avez ici la commande pour le volume. Je trouve que, allez, je vais changer de main. Ouais, je trouve que vraiment ça tombe naturellement sous la main. Au niveau du positionnement, c'est vraiment pas mal. Le frein à main électrique, double porte-gobelet. Et puis ici, vous avez encore un vaste espace avec une prise allume-cigare, une prise 12 volts, deux prises USB-C. Et ça, évidemment, eh bien, ça peut se refermer. J'en profite également pour vous parler de la boîte à gants, qui a un espace, je dirais, tout juste correct. Et puis ici, on arrive sous la coudoir centrale avec encore un rangement assez vaste, lui, pour le coup. Vous le voyez, lorsque j'active le menu climatisation, ici vous avez donc évidemment le menu lié à la clim, les sièges et le volant chauffant ou encore la qualité de l'air puisque le véhicule va contrôler en permanence la qualité de l'air et vous avez aussi un système que Peugeot appelle le Clean Cabin qui va traiter l'air, filtrer les gaz polluants et ça c'est en option sur la finition GT. Au niveau du son, on peut avoir le système audio focal avec 10 haut-parleurs pour une puissance de 690 watts avec un mode d'écoute Front Optimized qui donc transforme le rang 1 en salle de concert. Et maintenant, qu'en est-il de l'espace à l'arrière sans modifier ma position de conduite? Bon, l'accessibilité, rien à dire. Au niveau des jambes, ça passe largement. Et au niveau de la tête, il me reste ça, donc c'est à sans faute. À l'arrière, vous avez des petits filets en guise de poche aumônière. Ici, deux prises USB-C et une prise 12 volts
au milieu. Et puis, au milieu, vous avez également un double porte-gobelet, un petit rangement et ce qui ressemble à une trappe à ski, mais qui n'en est pas une puisque c'est cousu. Et évidemment, tout ce qu'il faut au niveau Isofix pour mettre des sièges enfants. Vous avez 2 niveaux avec ici de quoi ranger le câble pour recharger votre véhicule, mais aussi ici une prise 12 volts. Et la banquette est naturellement rabattable pour optimiser ce volume de chargement. Avant de passer sur les impressions de conduite, je vous propose de découvrir Gaëtan et Christophe qui sont tous deux très impliqués au sein du projet 3008 et qui vont vous donner quelques détails supplémentaires. Je suis maintenant avec Gaëtan, chef de projet de la marque, et on va bien entendu parler du nouveau i3008. Bonjour Gaëtan. Bonjour. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu la genèse du projet, s'il te plaît? Bien sûr, donc c'est un challenge important qui était devant nous parce qu'en effet on parle de la nouvelle 3008 et le challenge c'était évidemment de remplacer le 3008 actuel que nous connaissons qui est un véhicule à fort succès commercial et le challenge était important. L'objectif dès le début ça a été de se dire qu'on ne va pas reprendre uniquement le 3008 et lui faire des petites améliorations, on va reprendre complètement la copie et on va se mettre dans la position d'amener sur le marché quelque chose de complètement nouveau et avec beaucoup d'attractivité et beaucoup de modernité. Ok, très bien. Et si on parle maintenant uniquement du produit, qu'est-ce qui est selon toi le plus important à retenir? Eh bien, cette nouvelle 3008, elle va déjà proposer un style particulier avec son concept fastback qui a pour but de montrer quelque chose d'attractif, de sportif, de dynamique, mais également d'efficient. Donc le premier point saillant de la nouvelle 3008, c'est son style fastback, qui apporte de la sportivité et de l'efficience. Son deuxième point saillant, c'est son nouveau Peugeot panoramique iCockpit. Nous avons souhaité introduire sur la nouvelle 3008 un cockpit de nouvelle génération. Pour ce cockpit, le contenu technologique il est important. La pièce maîtresse, c'est évidemment cet écran 21 pouces qui est flottant sur la planche de bord. Et ce cockpit, il est également avec une ambiance particulière à bord. On a voulu une ambiance qui soit particulièrement accueillante pour le conducteur. Et pour cela, on a mis en place une association assez unique de décors tissus et de décors aluminium avec un ambient lighting, vous le verrez, qui confère à cet intérieur quelque chose de particulièrement attractif et accueillant. Le troisième point saillant de cette nouvelle 3008, c'est ses performances électriques. Ces performances électriques qui sont dans un premier temps avec une autonomie de 527 km et à terme avec d'autres offres électriques que nous allons amener sur le marché. Notre but c'est évidemment de toucher un maximum de clients, de remplir un maximum d'usages et nous allons offrir sur le marché une offre également dual motor all-wheel drive de 320 chevaux et également une version grande autonomie avec une batterie de capacité supérieure jusqu'à 98 kWh pour offrir jusqu'à 700 km d'autonomie. Donc voilà, ce dernier point, donc, ce sont ses performances électriques. Donc je résume, son style attractif et son style fastback, son nouveau cockpit panoramique et ses performances électriques. Ok, donc si je reprends, le CX, il est de 0,28. Exact. L'iCockpit dispo en finition GT, sinon sur Allure, ce sont 2 écrans de 10 pouces juxtaposés, je crois, qui ressemble à l'iCockpit de 21 pouces. Exact. Et perf électrique grâce notamment à la nouvelle plateforme qui permettra d'aller jusqu'à environ 700 km en cycle WLTP. Tout à fait. Ok. Il y a également, je crois, d'autres motorisations alternatives, du plug-in hybride en fonction des marchés. Est-ce que ça va s'adresser à la France? Oui, tout à fait. Nous lançons dès le début, donc dès le lancement dans quelques semaines, la version 3008 avec cette version électrique jusqu'à 527 km d'autonomie. Mais nous lançons également en même temps une version hybride essence
de 136 chevaux associée à une boîte IDCT à 6 rapports. Le but de cette motorisation hybride, elle intègre une petite batterie. Donc ce but, c'est d'être capable de récupérer de l'énergie à chaque fois qu'on freine ou qu'on décélère et de restituer cette énergie à chaque fois qu'on réaccélère. In fine, c'est une baisse de la consommation de carburant et ce sera donc une version hybride qui démarrera à partir de 124 grammes de CO2. Ok, toutes les versions seront disponibles au lancement? La version hybride dont je viens de parler et la version électrique de 73 kWh 210 chevaux seront disponibles au lancement et les autres versions électriques arriveront ultérieurement. Très bien. Et si aujourd'hui tu ne devais retenir qu'une seule et unique chose, selon toi, ce serait quoi exactement? C'est compliqué comme question, mais je répondrai à ça en disant que ce qu'il faut retenir, c'est que je pense que la marque Peugeot a été particulièrement audacieuse en sachant se réinventer pour proposer ce véhicule électrique dans le segment C avec beaucoup d'audace et d'attractivité. Eh bien écoute, un grand merci à toi pour les explications et puis surtout, je souhaite à la marque d'excellentes ventes avec notamment ce modèle, mais pas que. Eh bien merci beaucoup, à bientôt. Salut! Je suis maintenant avec Christophe, le directeur du projet i3008. Bonjour Christophe. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu la plateforme de cette nouvelle i3008, s'il vous plaît? Alors, ce qu'il faut retenir, on a conçu cette voiture autour de la batterie. Le challenge, c'était de faire 98 kWh 700 km dans un empattement de 2,73 m. On a poussé les roues de la voiture de manière à embarquer un maximum d'énergie avec 12 modules sur un seul niveau, ce qui nous a permis également de manager l'architecture intérieure de la voiture. Ça, c'était le premier critère numéro 1 de cette plateforme. Après, ce qu'on a voulu offrir aussi, c'est un véhicule efficient pour nos clients. Un véhicule efficient, donc c'est 14 kWh au 100 km. Et donc ça, pour obtenir ce résultat-là, c'est clairement un style fastback très aérodynamique, mais également un certain nombre de leviers techniques, notamment un carénage complet de la plateforme qui permet vraiment d'avoir des écoulements laminaires au niveau de l'aérodynamique. Également beaucoup de leviers techniques. On a cherché à réduire les frottements dans toutes les pièces mécaniques, des roulements de roues spécifiques par exemple, des pneus à faible consommation, à faible frottement, et puis également les consommateurs électriques. Il y a beaucoup de boîtiers électriques, électroniques dans cette voiture. Il y a une stratégie de conso mini de manière à manager et à réduire la consommation de la batterie. C'est vraiment un point très important au niveau de cette nouvelle i3008. Après, ce que je voudrais également citer, c'est vraiment une conception en France et une fabrication en France. Donc un projet qui a été développé à Sochaux, tant pour la plateforme, tant pour la silhouette, avec un écosystème particulier. Nous avons à Belchamp le centre d'essai, à quelques kilomètres du centre d'études, et l'usine, qui est bien sûr à côté de nous, de manière à proposer un ensemble produit-process optimisé au meilleur niveau. On a donc une ligne d'assemblage qui est à Sochaux, où on vient assembler donc nos 12 modules de batterie, à côté de la ligne d'assemblage de la voiture. On pourrait citer également le moteur électrique, nouvelle génération, qui est fait à Trémery, ou encore une partie du train arrière, donc les pièces qui sont embouties à Mulhouse. Donc vous voyez vraiment une stratégie de réinternalisation et de proximité au niveau de l'assemblage de cette plateforme. Au niveau de cette plateforme, est-ce qu'il y a une ou plusieurs autonomies disponibles? Alors, cette plateforme est proposée en 2 autonomies. Une première autonomie qui permettra d'avoir 527 km en 2 roues et 4 roues motrices. Donc vous voyez ici le 4 roues motrices avec le moteur qui est intégré sur la phase arrière avec un train arrière multibras, et on aura en 2 roues motrices une grosse batterie qui permettra de faire 700 km. La différence entre les 2 batteries, c'est 15 mm d'épaisseur vers le bas, ce qui nous permet, avec une conception totalement modulaire, de proposer les deux alternatives avec un process qui est identique. Très bien. Et si on devait retenir qu'une seule chose de cette nouvelle i3008, ou en tout cas de cette plateforme, ce serait quoi selon vous? Électrique. Très bien. Merci Christophe, et au plaisir peut-être de vous croiser à Sochaux. Merci. La batterie affiche 81%, 416 km d'autonomie. Nous avons une boucle de 111 km à faire. Allez, c'est parti.
On revient donc du coup maintenant au sein de l'habitacle et je vais vous donner un petit peu mes impressions de conduite. Une fois au volant, eh bien tout d'abord on a une très bonne vision et paradoxalement, même si la lunette arrière est très inclinée, on voit quand même vraiment bien. On est bien maintenu. Là, on est en mode éco, donc il faut un petit peu plus appuyer sur l'accélérateur pour que ça avance. Mais c'est très agréable. La direction est précise. Rayon de braquage, il est vraiment impressionnant. Sur un petit parking, on a réussi à faire demi-tour très facilement. Je rappelle que le rayon de braquage n'est que de 10,60 m. Le volant offre une très bonne prise en main. On voit plutôt bien les informations si on est grand. Sinon, il faudra jouer avec le réglage du volant. Chose qu'on ne doit jamais faire en roulant. Et là, je vois parfaitement ce qui est indiqué en dessous. Donc, par exemple, Peugeot. Je ne vois pas ici, mais ce n'est pas dérangeant puisqu'il n'y a aucune information qui est affichée. Alors, au niveau des aides à la conduite, c'est assez complet. Les suspensions filtrent plutôt bien. On retrouve quelque part un petit peu ce toucher de route propre à Peugeot. Bien que ce soit une 100% électrique, avec un certain poids, mais que je trouve qu'on ne le ressent pas lorsque l'on roule. Ce que vous entendez, c'est dès qu'on dépasse même d'1 ou 2 km/h la vitesse maximale, eh bien automatiquement vous aurez cette sonorité, mais ça ne vaut pas la sonorité tout simplement horrible du clignotant et je vais vous faire écouter ça. Il va falloir faire quelque chose Peugeot parce que là c'est plus possible. Dans un environnement aussi calme, aussi tranquille, non, l'expérience utilisateur ici, zéro. Alors soit on y sera totalement indifférent, soit on mettra du son avec le système audio focal, mais voilà, le clignotant, le bruit du clignotant est à revoir. 52 km/h au lieu de 50, tout de suite, ça sonne. La précision de la direction, vraiment, pas grand chose à dire. Ensuite, on passe en mode normal et le feu passe au rouge, évidemment. On est en mode sport, plein gaz. Et la chaussée est humide et on était donc déjà arrivé à 50 km/h. L'ambiance également au sein de l'habitacle change. Ça passe un petit peu ici au vert, allez, je ne vais pas dire vert kryptonite comme la PSE, mais ça reste très sympa. Là, on sent aussi que la direction se rigidifie. Ça devient plus dur. Et puis, j'espère qu'il y aura quand même une petite descente pour profiter pleinement du freinage régénératif. Mais bon, entre les trois modes, il y a vraiment de réelles différences. J'en profite également pour vous parler un petit peu de la navigation, puisqu'il y a le planificateur d'itinéraire. C'est extrêmement pratique. Il y a aussi l'application évidemment My Peugeot, il y a le web Basto, donc on peut préconditionner l'habitacle. Et avec l'application, on peut faire pas mal de choses, planifier la charge, voir l'état de charge du véhicule. Ça se développe pas mal. Mais aussi au niveau des intervalles d'entretien, quand est-ce qu'on aura le prochain à faire, etc., etc. Alors, on va essayer de se mettre à 50. Pas évident avec tous ces virages. Allez, hop, 50 km/h, ouais, ça redevient plat. Décidément, mais au niveau position de conduite, vraiment bien. Lecture des informations, très facile. Au niveau de l'ergonomie générale, eh bien, je trouve que c'est un sans faute du côté conducteur. Voilà, une petite descente. Donc là, on est à 51 km/h. Je laisse aller. Donc, je vais... en mode sport, ça freine quand même fort. Et je ne touche pas du tout la pédale de frein. Là, je profite qu'il n'y ait personne derrière. Je mets le freinage régénératif au maximum. Et vous le voyez. Alors, on n'arrivera pas jusqu'au 0. Mais ça freine quand même très bien.
Et on est reparti. Alors, cette fois-ci, je vais me mettre en mode normal. Tout de suite, je sens qu'il y a une différence au niveau de la direction. Elle devient plus légère. Alors là, de nouveau, je laisse aller 50 km/h sans rien faire. Je ne touche absolument pas à la pédale de frein ni aux palettes. Et vous le voyez, on est déjà à 40. Bon, ça descend, mais très légèrement. Et là, j'ai quelqu'un derrière, donc je remets un peu de gaz. Alors, pour vous donner une petite idée, pour faire le point au niveau de l'autonomie, là, il nous reste 58% de batterie, en sachant qu'on a roulé vraiment, je dirais, normalement, sans dépasser les limitations de vitesse, sans faire les fous. Donc 58%, ce qui représente 238 km. Et il nous reste 19 km à parcourir, soit environ une demi-heure. Au niveau de l'espace aux jambes en tant que passager, rien à dire. La finition ici, vous le voyez. Pour autant, je trouve que tout ce qui est planche de bord, et même ici, c'est plutôt bien fini et joli à regarder, même si ça reste subjectif. Par contre, tout ce qui est partie droite du panoramique iCockpit est tactile, et je pense que le passager aura plus facile d'accéder aux touches personnalisables qu'à l'écran, puisque si vraiment je tends mon bras, voilà où je suis, et c'est limite si je ne dois pas me décaler. Mais là bon, au niveau position que j'ai, je vous laisse regarder, c'est pas terrible. Donc là je me remets installé à mon siège, dans mon siège pardon, et c'est vrai que c'est un peu loin si je veux zoomer ou simplement modifier la navigation sans que le conducteur ou la conductrice ne soit dérangé, ou s'en occupe simplement, que la personne au volant soit focus sur la route. À l'issue de cet essai, l'autonomie restante est donc de 54%, soit 214 km. Au niveau des aides à la conduite, il y a notamment le régulateur de vitesse adaptatif avec la fonction Stop and Go et le maintien dans la voie, le changement de voie semi-automatique, la préconisation anticipée de la vitesse, le freinage automatique d'urgence avec la détection des piétons et des cyclistes de 7 à 140 km/h de jour comme de nuit, la correction de trajectoire si on franchit une ligne, l'alerte d'attention du conducteur, la reconnaissance étendue des panneaux, l'alerte d'angle mort jusqu'à 75 mètres, le contrôle en descente et enfin le contrôle de traction, donc avec plusieurs modes, neige, boue ou encore sable. Au niveau motorisation, il existe le 210 chevaux en 2 roues motrices qui propose une autonomie de 525 km, ou la version 4 roues motrices dual motor qui propose la même autonomie mais une puissance accrue de 320 chevaux. Les deux versions disposent d'une batterie de 73 kWh. Il existe en outre une version 230 chevaux qui promet une autonomie de 700 km grâce à une batterie de 98 kWh. La batterie est de type lithium-ion 400 volts, NMC, donc nickel, manganèse, cobalt. Il y a une pompe à chaleur. De série, le chargeur est triphasé à 11 kW et il existe en option la possibilité d'avoir le chargeur triphasé toujours de 22 kW. La batterie est garantie 8 ans ou 160 000 km pour 70% de sa capacité de charge. En courant continu, le 3008 accepte une puissance de 160 kW. Et enfin, la voiture est compatible V2L, ce qui va vous permettre de recharger des petits appareils électroménagers, une cafetière, alors je dis de recharger ou même de faire fonctionner une cafetière, une trottinette électrique, un vélo électrique, etc. Les possibilités sont nombreuses. En conclusion, je pense que ce nouveau 3008 trouvera son public. La finition Allure démarre à 37 000 €. On est à 42 pour la finition GT. Le véhicule est plutôt bien équipé, bien fini, avec des technologies un petit peu novatrices, comme par exemple l'intégration future de ChatGPT. Le planificateur d'itinéraire est très appréciable. Et puis, si vous êtes réfractaire vraiment au tout électrique, il y a quand même des alternatives en plug-in hybride. C'est bien qu'il ne se soit pas focalisé uniquement sur l'électrique. Ça permet aussi de grappiller des parts de marché et de conquérir de nouveaux clients. Au niveau de l'espace à l'avant, je l'ai trouvé bon. Également à l'arrière.
Le coffre ne change pas par rapport à la précédente génération, on reste à 520 litres. Au niveau de l'agrément de conduite, il est bien présent. Vous l'avez vu, notamment avec le freinage régénératif, on peut vraiment, en fait, on évite de toucher la pédale de frein et ça permet aussi de régénérer un petit peu plus d'autonomie, de grappiller quelques kilomètres. Il ne me reste plus qu'à remercier Edmond GT Passion pour son aide en vidéo au sein de l'habitacle lorsque j'étais au volant, sans oublier Martine de Peugeot France pour l'invitation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça, j'y répondrai avec grand plaisir. J'espère que cet essai vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker et à partager cette publication. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures automobiles. Ciao!